Comment l'humanité a-t-elle bien pu échapper à des milliers d'années de pauvreté, une pauvreté quasi universelle? C'est vraiment la question centrale de cette analyse, qui s'inspire de l'ouvrage Le libéralisme raconté. Ensemble, on va plonger dans cette histoire pour voir comment une série d'idées a, radicalement transformé le monde. Il faut bien se rendre compte que pendant la quasi-totalité de notre histoire, ce passage de la Genèse, ce n'était pas une simple métaphore, non. C'était en quelque sorte la fiche de poste de l'humanité, un labeur sans fin juste pour survivre. Alors, voilà le piège millénaire, un monde de stagnation. Le cœur du problème, c'était ce que les économistes appellent le piège malthusien. C'est un concept assez terrible en fait. Le principe, c'est que chaque progrès, chaque petite invention était immédiatement effacé par la croissance de la population. Résultat, on retournait systématiquement à la case départ, la famine. Et ce chiffre, il illustre cette stagnation de manière assez brutale. 25 ans. C'est tout. C'était l'espérance de vie moyenne. Pas au Moyen-Âge, non, pendant des millénaires. Pensez-y, un quart des enfants n'atteignaient même pas leur premier anniversaire. C'est un monde qui nous est, franchement, presque impossible à imaginer aujourd'hui. Le mécanisme de ce piège, il était aussi simple qu'implacable. Une meilleure récolte, hop, tout de suite, plus de bouches à nourrir. Une nouvelle technique agricole, la population augmentait. Encore et encore. Jusqu'à ce que la nourriture vienne à nouveau à manquer. C'était un cycle sans fin. Un peu comme essayer de remplir une baignoire percée. Aucune chance. Section suivante, les 4 révolutions. Comment on a cassé ce verrou? Parce que, oui, il y a environ 300 ans, en Angleterre, ce fameux verrou a enfin commencé à céder. Et attention, ce n'est pas une seule clé qui a ouvert la porte, non. C'est toute une série de révolutions en chaîne qui ont libéré le potentiel humain comme jamais auparavant. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Ce n'était pas juste une succession d'événements isolés, c'est une véritable réaction en chaîne où tout s'emboîte. D'abord, la révolution politique garantit les libertés. Ensuite, les Lumières encouragent l'innovation et la prise de risque. En parallèle, la révolution agricole libère des bras pour les futures usines. Et tout ça, ça pave la voie à la grande révolution industrielle, le moteur qui nous a enfin sortis de ce piège. Alors comment fonctionne une économie de marché? Ce fameux moteur du progrès. Toutes ces révolutions, elles ont donné naissance à un système incroyablement puissant et surtout décentralisé pour organiser la coopération entre les gens, l'économie de marché. Et là, le livre souligne un point qui est absolument crucial. La richesse, elle ne vient pas seulement de la production, du fait de fabriquer des choses, non. Elle est aussi créée, presque comme par magie, par le simple échange volontaire. L'exemple est tout bête. Si j'échange ma pomme, que j'aime moyen, contre la poire de mon voisin, qu'il aime moyen aussi, au final, on est tous les deux plus satisfaits. La valeur globale a augmenté. Et pourtant, on n'a rien produit de nouveau. C'est juste l'échange. Adam Smith, bien sûr, a illustré ça de manière brillante avec sa fameuse manufacture d'épingles. C'est un exemple classique, mais il est parfait. Un artisan, tout seul, peut fabriquer, disons, quelques épingles par jour. Mais si on divise le travail en plein de petites tâches, 10 ouvriers spécialisés peuvent en produire des dizaines de milliers. C'est ça, la puissance incroyable de la spécialisation. Et cette idée, elle a complètement fasciné des penseurs comme Frédéric Bastiat au XIXe siècle. Il posait une question toute simple en apparence: comment est-il possible que Paris soit nourri chaque jour? Pensez-y, personne n'est aux commandes. Il n'y a pas un grand planificateur qui dit au boulanger de faire son pain ou à l'agriculteur de livrer ses légumes. Et pourtant, ça marche. Alors, quelle est cette force invisible qui organise tout ça? Le pouvoir de l'ordre spontané, la magie expliquée, voilà. La réponse à la question de Bastien, elle nous amène tout droit au concept intellectuel peut-être le plus important du livre. C'est une idée développée par l'économiste Friedrich Hayek, et ça s'appelle l'ordre spontané. Alors, l'idée, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. L'ordre qui nous entoure, c'est bien le résultat de l'action humaine, mais attention, pas d'un plan humain. C'est ça la nuance clé. Personne ne l'a dessiné. Personne ne le contrôle vraiment. Et pourtant, il fonctionne avec une complexité absolument stupéfiante. Et pour bien saisir la différence, le livre oppose ces 2 types d'ordre. D'un côté, l'ordre spontané. Pensez à la langue française. Personne ne l'a inventée dans un bureau, elle a évolué naturellement au fil des interactions. De l'autre côté, l'ordre artificiel, comme une armée ou une entreprise. Là, tout est conçu de haut en bas pour atteindre un but précis. Et la grande erreur, nous dit l'auteur, c'est de croire que la société fonctionne comme une entreprise, alors qu'en réalité, elle ressemble bien plus à un langage. D'accord. Et pour bien nous mettre en garde contre ces tentations de vouloir tout planifier et tout contrôler, le livre raconte une histoire, l'histoire du parc de Yellowstone. C'est d'une véritable parabole sur les dangers de l'interventionnisme. Et là, c'est un exemple parfait d'effet domino. C'est incroyable. Pour aider les cerfs, les gestionnaires du parc ont éliminé les loups. Bonne intention, non? Sauf que la population de cerfs a explosé et ils ont dévoré les forêts.
Du coup, les castors qui dépendent des arbres ont disparu. Sans les castors, plus de barrages, ce qui a provoqué une érosion massive des sols. Et au final, les rivières sont devenues boueuses, tuant les truites. Bref, en voulant contrôler une seule pièce du puzzle, ils ont déstabilisé tout l'écosystème. Et cette histoire de Yellowstone, elle illustre parfaitement ce que le livre appelle l'illusion constructiviste. C'est quoi ça? C'est cette idée, un peu arrogante et surtout dangereuse, qu'on pourrait bricoler la société comme un mécanicien répare une machine. Sauf que voilà, la société ce n'est pas une machine. C'est un écosystème vivant, complexe et totalement interconnecté. Alors, un cadre pour la prospérité. Si on ne peut pas tout planifier, la question est comment est-ce qu'on favorise la prospérité? Eh bien, la réponse proposée dans l'ouvrage n'est pas un grand plan ultra complexe, non. C'est même tout le contraire, c'est un cadre très simple. Ce fameux cadre, il repose sur 3 piliers, d'une simplicité presque déconcertante. Premièrement, le respect de la personne humaine. Deuxièmement, le respect de la propriété privée. Et troisièmement, le respect des contrats. C'est tout. L'idée, c'est que ces quelques règles, et seulement elles, suffisent à créer un environnement de confiance où des millions d'inconnus peuvent coopérer pacifiquement et créer de la richesse ensemble. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question finale. Une question à méditer. Quand on y pense vraiment, quelle part de notre monde quotidien, de la langue que l'on parle à la nourriture qui arrive dans notre assiette, est le fruit d'un ordre que personne n'a consciemment, délibérément conçu? La réponse est peut-être bien plus vertigineuse qu'on ne le pense.